7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Patrice Huiban, vous êtes ancien officier de l'armée de terre, ancien cadre dirigeant dans le secteur privé et haut fonctionnaire. Et puis surtout, la raison pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui, le président du Nouvel Essor Français et donc auteur du livre Vers un nouvel essor français chez VA Éditions. Merci beaucoup donc d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup. Je vais commencer par vous citer le tweet d'un journaliste d'ailleurs de Radio Courtoisie, Xavier Van Lierde, qui réagissait à la nomination de François Bayrou au poste de Premier ministre. François Bayrou répond-il aux inquiétudes et aux aspirations du peuple français ? Est-il à la hauteur des enjeux ? Incarne-t-il une vision, l'espoir d'un sursaut ? Fin de l'analyse. Alors vous le comprenez, toutes les réponses sous-entendues sont bien évidemment négatives, et ça a donc le mérite de traduire probablement la réaction de nombreux Français à cette nomination de François Bayrou. Une énorme lassitude, un arrière-goût de déjà-vu, probablement même d'ailleurs pas un arrière-goût, un goût tout court de déjà-vu. Et puis face à tout ça, probablement un certain découragement, si ce n'est un dégoût de la politique. Patrice Huiban, vous êtes engagé sur le terrain politique, vous analysez les problèmes dans lesquels nous nous trouvons, vous faites le constat des crises que nous traversons. Et vous nous expliquez qu'un nouvel essor français est possible. Alors déjà, merci, parce que ça fait du bien d'avoir un peu de positivisme dans ce monde bien décourageant. Mais bon, il va falloir nous convaincre. Et donc, vous avez 30 minutes pour cela. Est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer ce qu'est donc votre groupe, le Nouvel Essor Français ? Vous avez des statuts de parti politique, mais votre mission est plus fine que cela. Donc, je vous laisse expliquer ça aux auditeurs. Oui, merci beaucoup, merci de votre invitation. Donc la démarche de Nouvel Essor Français part du constat que les partis politiques qui, dans une démocratie classique, saine, devraient être des laboratoires d'idées qui se présentent aux élections, du fait de l'inversion du calendrier du quinquennat, se sont transformés en écuries à égaux. C'est un peu, si vous me permettez l'expression, le concours de beauté permanent. Pour faire quoi, on n'en sait rien, mais il y a des candidats putatifs pour l'élection majeure qu'élection présidentielle qui écrasent tout dans notre pays. Alors que dans les autres démocraties européennes, le cœur du réacteur démocratique, c'est la vie au Parlement, et ce sont les élections au Parlement, ce qui mécaniquement dépersonnifie le débat et amène les partis politiques à mettre sur la table des vrais projets pour leur pays respectif. Alors justement, vous vous positionnez quand même sur l'échiquier politique, même si on comprend bien que beaucoup vous déçoivent et peu, en tout cas, portent les solutions que vous proposez. Néanmoins, par exemple, au moment de la dernière crise politique concernant les élections législatives, vous appeliez à vous engager fermement contre le nouveau Front populaire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour nous, en fait, le projet qu'on met sur la table, il n'est pas partisan, il est dans une veine gaullienne. Je dis bien gaullienne et pas gaulliste. Le terme gaulliste a été galvaudé. Mais il est compatible avec tous ceux qui pensent qu'il n'y a pas de démocratie sans nation. Il n'y a pas de démocratie sans nation pour au moins deux raisons de bon sens. La démocratie, c'est le régime du débat, ça nécessite une langue commune. Et dans une société libre comme la nôtre, pour faire en sorte que des individus qui ont des intérêts différents, voire opposés, des profils socio-économiques extrêmement divers, pour faire en sorte que de temps en temps, et regardent dans la même direction, il faut puiser dans l'histoire et les terroirs des repères extrêmement puissants qui vont dépasser ces clivages. Et je ne vois guère que la nation française avec ses symboles, le drapeau tricolore, la Marseillaise, pour que de temps en temps, un trader et un chômeur peu qualifié regardent ensemble dans la même direction. Et alors, ce que vous essayez aussi de cultiver, c'est justement ce sentiment français, vous le dites, nous avons notre pays en nous, nous le vivons, le respirons, le humons au quotidien. Qu'est-ce que c'est pour vous la France, Patrice Huiban ? Donc oui, alors juste pour compléter sur la réponse précédente, ce qui fait que ce programme est compatible avec toutes les formations politiques, sauf celles qui déconstruisent la nation, soit de l'intérieur par le communautarisme, ou soit de l'extérieur par une Europe supranationale. Alors du coup, donc ces richesses de la France... Oui, c'est-à-dire qu'on est habité par notre pays. Si vous voulez, pour faire de la politique au bon sens du terme, il faut être habité par son pays de manière à résister aux influences diverses, aux lobbies, aux tentations, à l'excès de pouvoir, l'hubris, la tentation de l'argent et de la facilité. Alors justement, vous n'êtes pas seul à travailler sur ce projet, donc c'est différents citoyens, vous le dites, c'est des dizaines de citoyens d'horizons divers au plus près du terrain qui vous aident à construire ce projet depuis 5 ans. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a balayé toutes les politiques publiques sans a priori, sans idéologie, avec au cœur de la démarche, une réforme intelligente et ciblée de la sphère publique, donc État, collectivités locales, organismes de sécurité sociale. On a documenté 10% d'économies, 160 milliards d'euros, à remettre dans la, entre guillemets,
dans les marges de nos PME qui emploient 70% des salariés dans les territoires, à remettre sous forme de pouvoir d'achat en salaire net aux Français et à remettre, je dis bien, sur le terrain, dans les 5 fonctions de base qu'on attend de l'État, santé, éducation, justice, sécurité, défense. La mauvaise gestion de l'argent public asphyxie le pays à petit feu. Donc c'est vraiment le nœud gordien du sursaut national. Si on fait ça, si on lâche la bride sur le cou de nos chevaux de course, les PME, si d'un autre côté on remet de l'ordre dans le pays, non seulement on peut opérer un sursaut historique, on peut doubler l'Allemagne en 10 ans et être le pays le plus puissant et prospère d'Europe, mais le rang naturel de la France est de se situer au 3e rang mondial. Derrière la Chine, les États-Unis plutôt et la Chine, et au coude à coude avec l'Inde. Voilà le rang naturel de la France, mais la mauvaise gestion de notre argent, je dirais, nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Quand vous parlez de ces 5 fonctions de base de l'État, vous pouvez nous les redonner, mais vous militez du coup, vous, pour une grande simplification. On a ces images de Javier Milei qui explique que lui-même a écrémé justement tous ces ministères qui ne servaient à rien. C'est ce que vous visez. Bien sûr, mais j'aurais tellement d'exemples à vous donner, mais je prends la santé. On a la Haute Autorité de Santé, on a Santé Publique France, on a la Direction de la Sécurité Sociale, la Direction Générale de l'Offre de Soins. On a les agences régionales de santé, la santé au travail, c'est la même chose. Je prends souvent cet exemple. Vous avez l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, l'ANACT. Vous avez l'INRS, l'Institut national de recherche pour la sécurité et la prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles. Vous avez le CNOCT, le Conseil national d'orientation des conditions de travail. Le petit dernier, le CNPST, le Comité national de prévention et de santé au travail. Vous avez dans les territoires les SPSTI, les services de prévention de santé au travail interentreprises, communément les médecins du travail. Vous avez les CARSAT, c'est-à-dire la branche régionale de l'assurance vieillesse, qui fait aussi de la santé au travail. Vous avez Eurogip, qui est un groupement d'intérêt public, donc français, qui fait des comparaisons européennes en matière de santé au travail. J'en oublie encore, je pense, 2 ou 3. Et évidemment, comme on n'est pas capable, enfin en tout cas, n'a pas la volonté de mettre de l'ordre dans cette affaire-là, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire appel à un cabinet de conseil pour vous aider à piloter cette politique. Et cerise sur le gâteau, un cabinet de conseil qui plus est anglo-saxon, qui a accès à toutes les données, évidemment, les plus sensibles de notre pays. Oui. Finalement, ce que vous nous expliquez, c'est qu'on est tous, bien sûr, effarés par la dette énorme de la France. Aujourd'hui, ce que vous nous expliquez, c'est que l'argent pour pouvoir combler cette dette et même redresser le pays, on l'a déjà, simplement, il est alloué à de mauvaises missions. Exactement. On dépense autant que les Allemands en santé, 12 points de PIB, mais on a 30% d'administratifs en plus, 30% de soignants en moins, et on est champion du monde, enfin du monde développé, la dépense publique, champion du monde des prélèvements obligatoires, et on a 2 fois moins de magistrats pour 100 000 habitants que la moyenne européenne. Ce qui fait qu'on a des procédures en première instance, c'est pratiquement 1 an de procédure. La moyenne européenne, c'est 4 mois. Et les pays les plus efficaces, comme les pays du nord de l'Europe, parfois en 1 mois, vous avez votre jugement en première instance. Et ça pourrit la vie de dizaines de milliers de Français, des chefs d'entreprise qui sont aux prises avec des contentieux, pareil pour des particuliers. Donc, vous voyez, je veux dire, l'État n'assure plus, alors qu'on est champion du monde, la dépense publique du monde développé, n'assure plus ou de moins en moins bien ses missions essentielles. Ne parlons pas de l'école, qui est non seulement inefficace, mais on n'en parle pas souvent, est l'un des 3 systèmes éducatifs les plus inégalitaires du monde développé. C'est de la casse sociale à grande échelle. Et tout le monde se complaît dans cette situation. Enfin, tout le monde, en tout cas. Un certain nombre de décideurs, je ne parle pas des Français qui sont en colère, mais beaucoup de décideurs se complaisent et on est vraiment en médiocratie. Les meilleurs de la nation ne sont pas à la tête de la nation et ceux qui sont à la tête de la nation, c'est toujours les mêmes parce que le système, c'est une forme d'oligopole politique qui est relativement fermé. Et le problème, c'est qu'on ne pourra jamais espérer résoudre nos difficultés avec ceux qui les ont créées. Alors justement, je vais rebondir sur ce que vous disiez précédemment. On a coutume de dire justement que la France et l'Europe même régulent, là où les États-Unis inventent et où les pays asiatiques produisent. Est-ce que vous pensez que donc pour sortir de ce rôle de régulateur permanent, on a encore une carte à jouer sur le terrain de l'invention, de la production, ou bien est-ce qu'on est définitivement dépassé ? Bien sûr que non. Après la défaite du 171, à chaque fois qu'il y a eu des moments difficiles dans notre pays, la Révolution française, la défaite du 171, la Seconde Guerre mondiale, on a opéré un redressement spectaculaire, mais parce qu'on a régénéré les élites. Après la défaite du 171 et la création de l'école libre de sciences politiques qui est venue Sciences Po, et entre 1872, donc créé en 1872, entre 1872 et la Seconde Guerre mondiale, la France a organisé 6 expositions universelles. La France a été à l'origine des plus grandes inventions
de l'époque, l'automobile, l'aviation, sans compter moult vaccins dans le domaine donc médical. Voilà, donc il n'y a aucune fatalité au déclin. Aucune fatalité. Simplement, il faut changer nos dirigeants et il faut avoir un vrai programme pragmatique, ambitieux de redressement national qui est réalisé au plus près du terrain. Ce qu'on a fait, nous, la même méthode que l'audit, c'est-à-dire qu'on a essayé de fertiliser l'intelligence théorique et l'intelligence de terrain. Pourquoi ? Parce que le juge de paix, c'est le citoyen. Donc à la fin, c'est lui qui vote, c'est lui qui décide. Donc il faut qu'il comprenne. C'est pas un technicien, il faut lui expliquer le pourquoi quoi. Et après, le comment, et donc il faut être visionnaire. Après, le comment, c'est l'affaire, effectivement, des hauts fonctionnaires, des experts divers et variés. Quand vous dites que c'est le citoyen qui doit jouer ce rôle-là, on peut s'inquiéter quand même, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'analystes qui nous parlent de cette France complètement fracturée. On a vu que les dernières législatives voyaient quand même émerger deux gros pôles. Est-ce que tout confier aux citoyens, c'est pas justement se condamner à cette forme d'instabilité, avec d'un côté cet amas d'alliances un peu difformes, et de l'autre, effectivement, ces citoyens qui tentent de régénérer les élites, comme vous le disiez, mais qui pour l'instant n'y arrivent pas. Oui, je dirais surtout que les Français votent par les pieds. Ils s'abstiennent. Hein, donc, quand vous regardez l'élection en 2022, Emmanuel Macron a été élu. Faut raisonner en voix, en fait, pas en pourcentage. Il a été élu avec, de mémoire, 18 millions de voix face à 30 millions. 30 millions composés de 13 millions pour Marine Le Pen, et le reste, c'était de l'abstention, des votes blancs et nuls. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a une envie de France. Les deux facteurs, je dirais, qui m'encouragent à moyen long terme, c'est le retour du patriotisme dans toutes les couches de la société. Paradoxalement, là, il revient le moins, c'est dans le monde que je connais, les hauts fonctionnaires, qui sont pourtant payés pour porter l'étendard. Mais même dans ce milieu-là, la conscience nationale revient, mais dans toutes les couches de la société. Et puis, il y a l'esprit entrepreneurial en France. Vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes je me souviens, il y a une quarantaine d'années, on disait les Français sont feignants, ils veulent tous être fonctionnaires. Il y avait des taux de sélection assez exceptionnels dans les concours administratifs, et y compris pour être enseignant. Et donc, il y avait cette caricature à l'époque. Aujourd'hui, c'est un autre souci d'ailleurs. De moins en moins de Français veulent être fonctionnaires, encore moins enseignants. Et on a parfois des concours d'enseignants où vous avez pratiquement autant de candidats que de places. En revanche, beaucoup de jeunes veulent créer leur entreprise, y compris dans les quartiers sensibles. Donc ça, c'est un facteur d'espoir. Le patriotisme et l'esprit entrepreneurial sont les ferments du sursaut national. Après, le poisson pourrit par la tête, comme on dit. Hein. Les hommes les chefs s'assoient, les hommes se couchent. Voilà. Mais vous levez, les chefs se lèvent, et en général, les citoyens vous dépassent. Il y a certains postes de la fonction publique, effectivement, dont on ne peut pas se passer. Vous en avez parlé, les professeurs. Aujourd'hui, pourtant, on a l'impression qu'on injecte énormément d'argent dans l'école. Alors, comment ça se fait que, justement, de plus en plus de professeurs fuient ce secteur, qu'il y ait de moins en moins de vocations ? Comment est-ce qu'on arrive à cette pénurie, à devoir aller chercher à l'autre bout du pays des professeurs remplaçants ? Voilà, comment est-ce qu'on en arrive ? L'éducation nationale, ça ne fonctionne pas parce que c'est le système le plus centralisé. C'est l'institution malade du pays. Le système le plus centralisé, c'est digne de l'Union soviétique. Nous, ce qu'on propose, c'est 3 mesures claires. C'est 1, l'autonomie des chefs d'établissement. Comme l'enseignement privé sous contrat, comme les collectivités locales, c'est-à-dire vous recrutez, c'est vous qui êtes à la manœuvre pour recruter, c'est vous qui gérez votre budget, c'est vous qui, à travers un contrat d'objectifs et de moyens avec le rectorat, on vous donne une bulle d'autonomie pour adapter la pédagogie, parce qu'on peut pas enseigner aujourd'hui, je pense, en France de la même façon dans le Finistère qu'en Seine-Saint-Denis. Donc, il faut adapter la pédagogie, recruter une équipe pédagogique qui est en phase avec cette démarche. Et donc, le vrai patron doit être le chef d'établissement, et y compris dans l'évaluation des enseignants. Et les inspecteurs sont transformés, je dirais, en juge de paix, c'est-à-dire que s'il y a un litige entre le chef d'établissement et l'enseignant, l'inspecteur, c'est lui qui va intervenir en deuxième ressort. Et puis s'il y a toujours un contentieux, on va devant les juridictions administratives. Hein, donc, faire comme dans n'importe quelle organisation publique ou privée, le terrain a un minimum d'initiative. Après, pour les enseignants, faut créer une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est-à-dire une vraie gestion de carrière des enseignants. C'est-à-dire que si vous voulez être en face à face pédagogique toute votre vie, très bien. Si vous voulez être dans le management et à diriger un établissement, pas besoin de repasser un concours comme si vous aviez 20 ans à faire des dissertations et des synthèses. Vous faites une formation d'adaptation et puis ensuite on vous met à l'essai et vous donnez chez l'établissement. Si vous voulez revenir en face à face pédagogique, pas de problème. Si vous voulez être dans l'audit, la conception, le pilotage, vous allez au rectorat. Et aussi d'imposer aux enseignants une mobilité obligatoire d'au moins 3 ans ailleurs que dans l'éducation nationale.
Parce que généralement, ils ne connaissent que l'éducation nationale, ils ne connaissent pas le reste de la fonction publique, ils ne connaissent pas le secteur privé. Donc, autonomie, vraie gestion de carrière dynamique pour les enseignants. Et enfin, un troisième point, c'est de les revaloriser de manière très significative, puisque nos enseignants sont nettement moins bien rémunérés que la moyenne OCDE. Mais pas sans contrepartie, avec les deux premiers points que j'ai évoqués. Quand on a évoqué le taux d'abstention, vous avez donné celui des présidentielles et justement aux dernières législatives, il était bien moindre que ce à quoi on était habitué. On avait quasiment une participation à 67%. Pourquoi est-ce que tout de suite justement vous avez rebondi en parlant des présidentielles? Est-ce que c'est pas la preuve qu'aujourd'hui cette présidentielle elle a beaucoup trop de poids dans notre vie politique française? Aujourd'hui on le voit bien, la figure d'Emmanuel Macron c'est bien ce qui pèse sur la démocratie. Beaucoup de Français en tout cas s'en plaignent. Tout à fait. Donc nous, ce qu'on propose, c'est tout simplement déjà d'inverser le calendrier. Alors c'est vrai que là, avec la dissolution, on n'est plus dans un calendrier classique, mais imaginez en 2022, si on avait demandé aux Français de voter d'abord pour désigner leurs représentants à l'Assemblée nationale avant l'élection présidentielle. Donc je pense que mécaniquement, les partis politiques auraient été amenés à mettre sur la table des projets, je dirais, qui tiennent un petit peu la route. Et pas comme pour la présidentielle, si vous me permettez l'expression, des projets réalisés sur un coin de table de bistrot 3 mois avant le scrutin. Avant le scrutin, on parlait d'Emmanuel Macron. Mais pourquoi? Quels sont les péchés originels d'Emmanuel Macron? Déjà, je doute sur la sincérité de son patriotisme. Je pense que les circonstances l'ont amené à parler de souveraineté, mais je n'entends jamais parler de patrie, la nation, de faire corps avec son pays. Et puis l'autre péché originel, c'est qu'il n'y a pas de projet. Regardez il avait dit pendant la campagne qu'un projet, ça ne servait à rien, et puis il a été obligé d'en faire un, bien évidemment, mais il en a fait un quelques mois avant le premier tour en 2017, et je vous invite à le regarder, il est toujours disponible sur Internet, c'est 17 pages, essentiellement des photos de lui. Comment voulez-vous que ça marche? Ça ne peut pas marcher, puisque quand vous êtes aux manettes, vous êtes scotché au siège, c'est comme le grand 8 dans une fête foraine. Vous n'avez plus le temps de réfléchir, c'est le temps de l'action. C'est le temps de la réflexion, c'est entre deux élections, le rôle d'un parti politique, c'est de travailler à un vrai projet pour le pays. Et ensuite, de le mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, donc je répète, c'est des querelles d'ego, et les gens qui arrivent aux manettes, c'est l'improvisation permanente. C'est l'improvisation permanente, et vous êtes balayé par les vents et courants sur l'écume médiatique, et vous n'êtes pas du tout sur les courants de fond de l'histoire. Quand vous parlez du patriotisme d'Emmanuel Macron, effectivement, il y en a beaucoup qui expliquent que c'est l'homme de l'Union européenne et pas de la France, que c'est juste ce à quoi il aspire pour diverses raisons, mais qu'en tout cas, voilà, c'est un président déraciné, hors sol, qui n'a plus de racines françaises véritablement, et que c'est tout ça qui vise. C'est pour ça aussi qu'il ira prendre des décisions qui ne sont pas forcément en accord avec les intérêts français. Vous, quelle est votre position vis-à-vis de l'Union européenne, Patrice Huybans? On a d'un côté justement ces Français qui aspirent à une position forte au sein de l'Union européenne, un certain retour de la souveraineté sans pour autant se couper de cette Union européenne qui pourrait être comme l'aboutissement aussi d'une idée plutôt civilisationnelle de l'Europe. Et puis on a les autres, ces Français qui, eux, expliquent qu'aujourd'hui l'Union européenne, ça nous coûte beaucoup plus que ça nous apporte, ça entraîne notre chute, et que donc il faudrait définitivement couper les ponts. Là, pareil, c'est du bon sens. Vous savez, l'empereur Napoléon Ier disait la haute politique, c'est le bon sens appliqué aux grandes choses. Par conséquent, il y a 2 écueils évités. C'est le Frexit. Pourquoi? Parce que c'est de la démagogie pure. C'est de la paresse intellectuelle. De faire croire aux Français qu'en sortant de l'Union européenne et de l'euro, on va régler mécaniquement tous nos soucis, l'école, la santé, la mauvaise gestion de l'argent public, nos entreprises asphyxiées par l'excès de normes, même par rapport à la norme européenne et par l'excès de prélèvements obligatoires, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alors je dis pas que c'est pas à exclure sur le temps long. Qui sait? C'est l'arme nucléaire, pourquoi pas? Mais à court terme, ce n'est pas du tout la solution. Les problèmes sont avant tout, on vient de l'évoquer, essentiellement franco-français. Et d'ailleurs, si c'était pas le cas, tous les pays de la zone euro qui sont soumis aux mêmes contraintes que nous seraient dans la même situation que nous. Sauf que la France est de loin au fond de la classe de la zone euro. Ça veut dire que nos problèmes sont avant tout franco-français. L'autre écueil à éviter, c'est l'Europe supranationale. Parce qu'on n'a jamais vu une tentative supranationale sans l'accord des nations réussir. L'Union soviétique s'est effondrée, la Yougoslavie, le Liban et même les pays, on va dire, démocratiques
ont du mal à faire vivre leurs différentes nations. Je prends l'exemple de la Belgique, où aujourd'hui ils sont obligés de se parler entre flamands et wallons en anglais pratiquement. L'Espagne, pourtant un vieux pays, et ça a failli de la guerre civile il y a quelques années avec la Catalogne. Même le Royaume-Uni a du mal à faire tenir ensemble ces 4 nations. Il y a les Écossais qui régulièrement veulent prendre le large. Donc ça veut dire que il y a une pérennité dans l'histoire. Ce sont les peuples. Et aujourd'hui, si l'Europe continue à se construire en voulant concentrer tous les pouvoirs à Bruxelles sur le dos des peuples et en transformant leurs représentants légitimement désignés en boîte aux lettres, l'Union européenne finira par s'effondrer. Donc il faut que l'Union européenne fonctionne à l'endroit. Aujourd'hui, l'Union européenne fonctionne à l'envers. C'est-à-dire que plutôt d'être un levier de puissance, un levier d'Archimède, comme c'est le général de Gaulle pour chaque nation membre, en s'occupant uniquement des sujets sur lesquels les États pris individuellement n'ont pas la taille critique pour résister aux États-Unis et à la Chine. Il n'y en a pas 36. C'est la question des données fondamentales, l'intelligence artificielle, le numérique, le spatial, l'industrie de défense. Il y a quelques sujets comme ça. Et puis évidemment, la gestion de la zone économique, puisque pour négocier avec l'ALENA, le Mercosur et autres, les États-Unis et la Chine, vaut mieux être à 27. Mais en dehors de la zone euro et en dehors du marché unique, tout le reste est une logique de projet. C'est-à-dire que vous avez 3 États qui veulent se mettre ensemble pour concurrencer les GAFAM et Google en particulier, très bien. Il y a 5 États qui veulent construire, ce qui se passe déjà aujourd'hui d'ailleurs, c'est pour ça que ça fonctionne bien l'industrie de défense, parce que c'est pragmatique. Vous avez 5 États qui veulent se mettre autour d'une table pour faire un avion de combat ou un hélicoptère de transport, très bien. Mais aujourd'hui, plutôt que de se focaliser sur les quelques sujets de son niveau, l'Union européenne fonctionne à l'envers et veut réglementer nos vies dans les moindres détails. Donc vous avez la Chine et les États-Unis qui s'occupent de l'intelligence artificielle et vous avez l'Union européenne qui s'occupe de fixer le bouchon en plastique sur la bouteille en plastique. Vous avez l'Union européenne qui s'occupe de déterminer la taille de la banane. Vous avez l'Union européenne qui définit que votre cuvette des toilettes, c'est 5 litres, pas 1 centilitre de plus. Qui oblige les poissonniers d'Europe à mentionner non seulement le nom commun, mais à sous-titrer sous le nom commun, le nom latin. Voilà ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui, fonctionne complètement à l'envers. Ouais. On parle beaucoup du rapport de la France à l'Union européenne, à la Chine, à la Russie, aux États-Unis. On parle un peu moins du rapport entre la France et l'Afrique. Et pourtant, c'est quand même un terrain sur lequel il va falloir se positionner. En ce moment, on assiste à un retrait de l'armée française, justement, de l'Afrique. En ce moment même, nos troupes se retirent du Tchad. On a probablement la même chose qui va suivre au Sénégal. Quelle est votre vision, justement, vis-à-vis de cette Afrique, Patrice Alors, Lubon ? tout à fait. Il y a 2 leviers de puissance qui sont sous-estimés en France par rapport à l'Union européenne. Donc, l'Union européenne qui devrait être une Europe des nations de manière à ce qu'on garde notre pleine souveraineté, mais que sur un certain nombre de sujets, ça constitue un levier de puissance. Mais il y a 2 autres leviers de puissance qui sont sous-estimés et sous-utilisés par la France. C'est son domaine maritime. On a le 2e domaine maritime mondial, c'est énorme. Et puis, on a effectivement, au-delà de l'Afrique, c'est la francophonie. Vous voyez, nous, on propose que, comme étendard obligatoire, comme drapeau sur nos édifices publics, il y a le drapeau tricolore, bien évidemment, mais aussi le drapeau de la francophonie, vous voyez. Donc, concernant l'Afrique, oui, je pense que vous savez, c'est comme dans les familles, il y a des hauts et des bas. Je pense que de toute façon, les relations de la France et l'Afrique, avec l'Afrique francophone en particulier, sont des relations pérennes, parce qu'on ne peut pas comparer, si vous voulez, les relations de la France avec le Mali, le Sénégal, etc., avec les relations de la France avec le Paraguay et l'Uruguay. Ouais. Donc, je veux dire, on a un passé commun, on a des Français d'origine africaine, des citoyens français d'origine africaine, on a des expatriés qui sont là-bas, on a versé le sang ensemble, on a défendu des valeurs ensemble. Donc, je pense que, certes, ils diversifient leurs intérêts, ils ont raison, mais ils vont se rendre compte que les Chinois et les Russes viennent essentiellement pour leurs intérêts, alors que nous, ça va bien au-delà, puisqu'on fait partie d'une même famille. On a une histoire qui va bien au-delà des intérêts stratégiques, économiques et géopolitiques. Pourtant, c'est quelque chose qui nous est de plus en plus reproché idéologiquement, justement, cet engagement en Afrique. On connaît bien tout le travail de la gauche pour nous expliquer que on continue à être dans cette logique de colonisation. Justement, est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait être un frein ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait plutôt intérêt à se libérer de tout ça et puis comme ça, à être tranquille sur le plan idéologique ? Non, parce que
il faut arrêter de penser l'Afrique à travers les quelques élites ou pseudo-élites ou auto-proclamées élites dans les beaux quartiers parisiens. Il faut demander l'avis aux Africains. Mais je pense qu'on a notre part de responsabilité. Si vous voulez, on a fait preuve d'arrogance. On se plaint de l'arrogance de notre président de la République vis-à-vis de nous-mêmes. Alors imaginez vis-à-vis d'un dirigeant africain. S'il se comporte de la même façon avec des dirigeants africains et les Africains qui se comportent avec les citoyens français, ça ne m'étonne pas finalement. Donc je pense que voilà, il faut renouer le fil, il faut faire preuve d'humilité, il faut respecter nos partenaires africains d'égal à égal, mais on a une langue en commun, on a une histoire commune, ça va bien au-delà des intérêts, je répète, géopolitiques et économiques. Donc de toute façon, voilà, c'est comme une famille, il y a des hauts et des bas, mais je suis persuadé qu'on va renouer le fil et redéfinir des relations plus apaisées, équilibrées, des vraies relations fraternelles. Une grosse crise forcément qu'on traverse depuis maintenant plusieurs années, dont nous n'avons pas encore parlé, Patrice Huban, c'est la crise migratoire, évidemment. Dernièrement, c'est Louis Sarkozy, le rejeton de Nicolas Sarkozy, qui a fait parler de lui, donc en expliquant qu'il se lançait en politique. Et puis l'un de ses vaisseaux, c'est donc cette idée de l'assimilation. Comment est-ce que vous vous positionnez, vous, vis-à-vis de la crise migratoire ? Tout à fait. On est pour l'assimilation, simplement, c'est qu'une gestion migratoire, là aussi, il faut sortir des anathèmes et des caricatures. Une gestion, la non-gestion plutôt des flux migratoires menace la démocratie. Pourquoi ? Parce que la démocratie est fondée sur la citoyenneté, c'est-à-dire des droits et devoirs attachés à des individus sur un territoire donné. Donc le respect de la loi commune, librement consentie. Si vous ne gérez pas les flux migratoires, s'il y a des gens qui rentrent dans votre maison sans demander votre avis, qui s'installent dans votre canapé, mettent les pieds sur la table basse, se servent dans le réfrigérateur, vous avez le droit de rien dire, c'est la fin de la loi commune, c'est la fin de la démocratie. Donc la gestion de nos flux migratoires est un impératif pour notre démocratie. Sinon, paradoxalement, on va être dans une logique liberticide, toujours plus de répression juridique, toujours plus de policiers, parce qu'on ne sait pas refermer le robinet. Donc nous, nos propositions sur l'immigration, il n'y a pas de recette miracle. C'est déjà de traiter le problème le plus en amont possible, en payant des influenceurs. Il y a bien les Russes qui payent des influenceurs pour, je dirais, saper l'image de la France. Nous, il faut payer des influenceurs locaux en Afrique. Vous savez, les jeunes Africains, ils ne sont pas à écouter TV5 Monde. Ils sont sur les applications comme les jeunes Français. Donc il faut payer des influenceurs en Afrique pour montrer aux jeunes Africains qu'ils n'ont aucun intérêt à venir de manière illégale en France. Et de montrer des images chocs, des gens qui sont battus, qui sont jetés à la mer, avec toutes les exactions qu'on peut imaginer. Ou simplement filmer les camps de migrants qu'on nous installe dans les rues parisiennes. Et aussi la situation d'un certain nombre d'Africains arrivés illégalement en France qui, pour pas perdre la face, se prennent en photo devant la Tour Eiffel alors qu'ils subissent des marchands de sommeil et vivent dans des conditions déplorables. Donc la vérité des prix. Leur dire que s'ils veulent venir de manière légale en France, qu'ils passent par un visa de travail. Je rappelle que le visa de travail, c'est que 15% de l'immigration légale. Donc il faut fortement réduire le regroupement familial, les visas étudiants. Moi, je veux bien qu'on fasse venir des étudiants africains pour étudier, je sais pas, l'hôtellerie-restauration, le numérique, etc. Mais enfin, la sociologie, la psychologie, j'ai quelques doutes. Donc, fortement réduire le regroupement familial, fortement réduire les visas étudiants et en revanche, augmenter les visas de travail en disant que la France a besoin de bras dans le domaine de l'informatique, de l'hôtellerie-restauration, le bâtiment. Il y a quelques prérequis, il y en a au moins 2. Un niveau de français minimum. Je crois que dans la nomenclature, c'est le niveau B2, mais à vérifier. Et puis, d'attester que vous respectez l'égalité homme-femme, le droit de croire et de ne pas croire, enfin tous les principes et valeurs de notre France historique et surtout incarnée par notre République aujourd'hui, avec une caution de 5 à 10 000 euros. Donc ça, c'est la première étape. Pour les Français, je vous coupe 2 secondes. On a beaucoup de chômage aussi en France qui concerne les Français autochtones, dits de souche. Est-ce que vous ne pensez pas que justement augmenter cette possibilité de visa de travail, ça peut être une façon de réguler effectivement les flux migratoires, mais que d'un autre côté, ça va quand même prendre des postes qui auraient pu être donnés à des Français qui sont déjà là et puis depuis plusieurs générations. Oui, alors je reviens là-dessus. Juste, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est mettre la marine nationale avec quelques marines européennes, si elles le souhaitent, comme les marines espagnoles, italiennes et grecques, c'est en limite des eaux territoriales, puisque le droit maritime fait que la police des mers, en haute mer, ce sont les marines militaires qui doivent combattre la piraterie et la traite d'êtres humains. Et donc là, vous récupérez ces gens-là et vous les mettez dans des centres, sachant que le droit international stipule que vous devez les mettre en lieu sûr, mais mettre en lieu sûr ne veut pas dire en Union européenne. Et puis, ce qui nous permettra, pour les quelques-uns qui passeront entre les mailles, de jouer le rôle
des obligations de quitter le territoire et donc de les faire effectivement appliquer. Donc vous voyez, c'est une approche globale du sujet. Pour répondre à votre question sur la formation, oui, je suis d'accord avec vous, mais en faisant cette politique-là, je ne dis pas qu'on va augmenter les flux, au contraire, on va fortement les resserrer et faire comme les pays où ça se passe relativement bien, comme le Canada, c'est une immigration choisie. Parce que nous faire croire que l'immigration est une chance pour la France telle qu'elle est aujourd'hui, c'est mentir aux Français, puisque le taux d'emploi des immigrés en France est de 50%, alors que le taux d'emploi des Français déjà est inférieur à l'Union européenne, je crois autour de 75%. Donc, et c'est valable pour la deuxième, la troisième génération. Le taux d'emploi est toujours très faible. Donc c'est plutôt, c'est plutôt un boulet au niveau des aides sociales. Donc oui, il faut fortement réguler l'immigration et après, il faut que le travail paye. Et pour ça, nous, on veut avoir une allocation sociale unique, c'est-à-dire faire la même chose que pour l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire vous avez une feuille d'impôt pré-remplie avec des contrôles a priori sur les données, le fichier bancaire FICOBA, la déclaration sociale nominative des employeurs, les professions assermentées comme les notaires. Donc votre déclaration de revenus, elle est vraiment de façon de plus en plus fiable, pré-remplie. Il faut faire la même chose avec les aides sociales, parce qu'aujourd'hui, c'est balkanisé. Vous avez les CAF entre elles qui ne se parlent pas. Vous avez les CCAS dans les communes, les centres d'action sociale dans les communes. Vous avez les conseils départementaux qui délivrent des aides sociales, même parfois encore l'État. Donc les CAF qui gèrent déjà tout, allocation sociale unique, pré-remplie avec contrôle sur les données, et donc vous aurez une ligne logement, une ligne chômage, une ligne famille, etc. Et en bas à droite, une somme qui ne devra pas dépasser 80% par exemple d'un SMIC net. Bon. Donc c'est comme ça qu'on pourra revaloriser le travail, et faire en sorte que nos Français acceptent des emplois qui sont peu qualifiés, par justement en limitant les aides sociales pour qu'elles ne fassent pas de concurrence déloyale vis-à-vis du travail déclaré, et parce qu'on aura régulé aussi les flux migratoires, parce qu'aujourd'hui c'est de la casse sociale. Quand vous avez des immigrés qui arrivent en dehors des clous au niveau légal, ils sont la proie évidemment des employeurs peu scrupuleux. Merci beaucoup Patrice Huiban. On va s'arrêter sur ces mots, même s'il y aurait encore beaucoup à dire, puisque de toute façon, la France est dans une situation si complexe qu'on pourra en parler des heures et qu'il y a moult problèmes auxquels s'attaquer. Mais bon, ça vous donne du travail, donc on vous souhaite bon courage. Je rappelle que vous êtes ancien officier de l'armée de terre, ancien cadre dirigeant dans le secteur privé, haut fonctionnaire et donc président du Nouvel Essor français. Vous nous proposez donc ce livre, Vers un nouvel essor français, chez VA Éditions. Un livre plutôt positif, puisqu'il a le mérite de proposer des solutions et donc de ne pas se cantonner au constat plutôt sombre que beaucoup dressent déjà. Merci beaucoup donc Patrice Huiban. Et à très bientôt. Merci de votre invitation. Le pire n'est jamais certain et le meilleur n'est jamais acquis.